Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, là, qui vous allez le voir encore une fois est avec un léger retard, là, la publication est officiellement là, le mardi 21 septembre. En fait, on a toujours une cause, faut croire, on dit qu'on profite bien là, de l'été et de la fin de l'été. Là, après Gab qui est en vacances, c'est à mon tour d'être en vacances, donc je reviens des Laurentides, qui est au nord de Montréal. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est nos collègues français qui veulent venir faire un tour. C'est un très beau coin du Québec, donc je vous recommande, mais j'y reviens en date de l'enregistrement aujourd'hui qu'on fait lundi. Donc excusez-nous à nouveau là, pour ce petit délai-là. Par contre... C'est ça, c'est qu'on aurait pu publier l'épisode, mais bon, enfin, c'est sûr que la qualité aurait pas été acceptable. C'est avec la connexion qu'il y a dans le Grand Nord, c'est sûr que ça risque de pas être acceptable, si tu veux, pour le publier. Absolument. Puis, comme on l'avait dit, je crois qu'on était dans une bonne série également là, au niveau de la qualité depuis le retour de Gab là, en sol canadien. Donc, on veut maintenir ça là, pour les prochains mois, les prochains épisodes. Épisode d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez le voir, là, proposer deux sujets par Gab. Là. Un sujet qui est quand même assez d'actualité, vous allez le voir, et nos collègues français vont probablement avoir beaucoup de choses à dire. Donc, on attend bien évidemment vos commentaires comme toujours. Et un autre là, qui est un petit peu plus technique. Là. Donc, on vous fait un instant économie pour commencer et un dans vos poches pour poursuivre. Vous allez voir d'ailleurs, là, on ne parlera pas probablement du sujet d'actualité là, qui a fait, si on peut dire, couler beaucoup d'encre présentement et également couler beaucoup les marchés. On va pas parler d'Evergrande là, aujourd'hui, mais c'est un sujet que vous allez voir là, devrait faire partie si tout se continue et c'est certain. Là, donc on risque d'en parler la semaine prochaine. Donc gardez ça là, en petite prémisse là, pour la semaine prochaine, ça va être assez intéressant. Mais avant de commencer tout ça, et je sais pas si c'est un petit mot que tu veux faire là-dessus également, mais je vais te laisser également faire le petit disclaimer préalable, là, Gab. Oui, on n'oubliera pas évidemment de tout ce qu'on va parler, surtout dans la portion dans vos poches de cette semaine. Ce qui est assez drôle, c'est que ça aurait pu être un place au débat, d'ailleurs, notre première partie, mais Absolument. je pense qu'on va le faire dans le côté instant économie, puisqu'on va utiliser plus une approche macro, géostratégie, etc., donc plus globale, c'est pas vraiment dans le débat politique rendu là. Mais bon, n'oubliez pas évidemment, quoi qu'il arrive, évidemment que tout ce qu'on parle, c'est que notre opinion, hein, c'est pas une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en particulier sur vos placements, sur votre situation financière. Quiconque est autorisé, bien évidemment, à vous émettre aussi et à vous donner du conseil. Excellent. Donc, commençons en force avec le premier segment, l'instant économie. Parfait. Donc, le sujet d'aujourd'hui, encore une fois, le roulement de tambour, mais vous pouviez, pour certains, vous en douter, on veut parler de l'impact. En fait, entre guillemets, on le nomme les sous-marins français, là, mais d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé là, depuis l'annonce d'un accord quand même assez historique, et on va dire, et on va tomber un petit peu dans les détails dans les prochaines minutes, là, mais entre principalement l'Australie et les États-Unis, mais on implique également là, la Grande-Bretagne. Donc, officiellement, l'accord, on pourrait le nommer, encore une fois, c'est toujours intéressant de nommer des accords de ce type-là, mais c'est le AUKUS ou AUKUS, bien évidemment, pour Australia, UK et US, donc un nom quand même assez cohérent, et que vous avez probablement vu là, a fait couler encore une fois beaucoup d'encre dans une relation qui était très stable, celle entre la France et les États-Unis, également l'Australie qui est impliquée indirectement dans tout ça. Petite prémisse, et Gab, je te repasse la parole par la suite, là, comme vous l'avez vu, c'était officiellement là, une annonce sur laquelle le gouvernement américain avait décidé de mettre en place. En prémisse, c'était une alliance entre la Grande-Bretagne, l'Australie et les États-Unis, et qui impliquait encore une fois principalement là, l'attribution de la technologie et d'une certaine manière là, de sous-marins nucléaires vers l'Australie, qui n'en avait pas présentement. Donc il y avait seulement, je crois, 6 nations qui avaient des sous-marins nucléaires à ce jour. L'Australie deviendrait la 7e. Donc c'est un petit peu ça qui a commencé, donc la prémisse, donc une entente qui à première vue pour les non-initiés semblait un bon vieux deal militaire d'armement classique, là, comme on peut voir entre différents alliés, mais qui avait là, en marge de tout ça quand même un impact assez considérable quand on considère toutes les négociations qu'il y a eu entre la France et l'Australie. Donc, je vais peut-être te laisser, Gab, poursuivre un peu plus sur ce qu'il y en est. Ouais, c'est vrai que ça a fait pas mal couler d'encre, je dois t'avouer, la semaine passée. Puis je pense qu'on va encore une fois utiliser une approche, comment dire, un peu plus macro, parce que bon, les chiffres sont... déjà, on n'a pas toutes les informations, bien évidemment, étant donné que c'est vous le savez, les contrats militaires, souvent, c'est évidemment très secret, etc. Puis ça nécessite, tu l'as bien dit, JP, des transferts de technologie. Pour la faire simple, en fait, c'est qu'en 2016, en fait, je crois que c'était Emmanuel Macron qui venait d'être élu à ce moment-là, là, mais
Peut-être que je me trompe. Attends, on est en 2000. Ouais, il était normalement président. Effectivement, on a eu un contrat militaire. Donc le gouvernement français qui avait signé un contrat militaire avec l'Australie. Qui nécessitait en fait la construction, si tu veux, de 12 sous-marins nucléaires. Donc c'est pas des sous-marins, attention, et là je le précise, à propulsion nucléaire. Ce sont des sous-marins qui sont à une alimentation diesel, donc c'est-à-dire que un peu comme une voiture, elle roule évidemment avec du carburant ordinaire. Bon, évidemment, je suppose que tu mets pas de naissance de voiture dans un sous-marin, là, je sais pas comment c'est fait, là, mais. Et cette construction, si tu veux, de ces sous-marins-là, si tu veux, a été fait basée avec la France au vu de la longue relation, puis quand même la belle technologie, si tu veux, qu'a la France au niveau de l'armement. Alors c'est vrai que, tu l'as bien dit, JP, le nombre de puissances nucléaires dans le monde, effectivement, est assez limité, puis ça demande, si tu veux, des transferts de technologie assez conséquents. Notamment, bon, c'est sûr que les plus gros joueurs, si tu veux, dans l'industrie, évidemment, c'est évidemment les Français, les Britanniques, les Russes, les Américains, les Chinois, et c'est là vraiment toute la subtilité évidemment de ces contrats-là. Évidemment, c'est que l'Australie, depuis quelques années, évidemment, elle se ressent une pression de plus en plus importante du gouvernement chinois. Donc, on a entendu parler maintenant qu'il y a même des pressions politiques, si tu veux, au sein même de l'Australie, si tu veux, qui sont exercées par le gouvernement chinois. Et évidemment, il y a des tensions très élevées. On en avait fait déjà un épisode sur les nouvelles routes de la soie, puis sur la mer de Chine, la mer de Chine du Sud, là, je me souviens plus. Là, South China Sea, ouais. Ouais, le South China Sea, voilà. Avec les tensions qu'il y a. Aussi, il y a le détroit de Formose, évidemment, donc entre la Chine continentale et Taïwan. Là, on se trompera pas parce que vous savez que c'est un peu compliqué. Donc il y a un cadre, si tu veux, géostratégique qui fait que depuis 2016, les choses ont changé et les Australiens ont décidé effectivement de revenir évidemment sur la proposition, donc ce méga contrat, le contrat du siècle qui avait été signé avec les Français, qui était pour des montants qui sont exorbitants. Si je me souviens bien, c'était pour 90 milliards de dollars donc australiens, donc ça fait à peu près 60 milliards en tout cas d'euros, donc c'est des montants énormes, et donc la société qui était censée fabriquer évidemment ces sous-marins-là, ils sont quand même pas mal dans le baba là. Exact, et puis tu sais, je pense, un ajout à tout ça, là, c'est vraiment, comme on l'a dit, la France a réagi très très vite. Ça a été annoncé et je crois qu'il y a eu beaucoup, encore une fois, vous pourriez en lire énormément là, sur les différentes parties prenantes là, qui ont fait des mentions là-dessus, mais d'une certaine manière, la France aurait été avisée à quelques heures proches ou à peine là, de l'accord par les États-Unis et l'Australie. Et également, la réaction directe, c'est quoi? Présentement, les ambassadeurs français des États-Unis, en fait basés aux États-Unis et en Australie, sont présentement de retour en France. Donc, c'est la première fois de l'histoire, si je ne me trompe pas, et tu me corriges, Gab, là-dessus, mais je crois que c'est effectivement la première fois que c'est le cas pour des alliés de longue date, entre autres, entre la France et les États-Unis. L'impact principal, et je pense que c'est un peu ça le gros clash, et c'est peut-être là-dessus qu'on pourra poursuivre un petit peu la discussion également, c'est les UK sont de leur côté. Je pense que la France a soulevé, la France l'avait mentionné également. Je pense que le ministre des Affaires étrangères avait mentionné que la Grande-Bretagne était toujours opportuniste. Peu importe la volonté, là, ils allaient prendre une position opportuniste. Ils sont un peu le third wheel là-dessus, la troisième partie. Mais bon, c'est leur truc, ils font leurs affaires. Mais c'est pas tant... Il y a une déception envers l'Australie, mais il y a surtout le fait d'avoir un sentiment d'un coup de poignard de la part des États-Unis, qui sont pourtant, si on considère, et on avait plusieurs discussions là-dessus, Gab, en off depuis plusieurs années, sur le fait que la France était devenue un pôle quand même assez critique au niveau de l'échiquier mondial. On parlait de la Chine, on parlait des États-Unis, mais la France, et avec Macron, prenait de plus en plus d'emphase dans un secteur géopolitique qui était vraiment pas tant dominé par la Chine et par les États-Unis. Donc, se positionner de manière très favorable pour avoir une pertinence sur où est-ce qu'on s'en va dans les 10 prochaines années. Et c'est un petit peu ça, je crois, qui vient vraiment tout mettre la question de ça va être quoi la suite de ça, qu'est-ce qui va se passer au niveau des prochaines semaines. Parce qu'en réalité, il faut qu'il y ait des discussions qui vont impliquer quoi? Moi, je vois deux scénarios. Soit, indirectement, la France va avoir un bénéfice X dans cet accord-là. Il va y avoir une révision de l'accord peut-être pour que la France soit le moindrement impliquée, pour pas que la France ait un peu le tapis qui glisse sous les pieds dans cet accord-là qui est monumental. D'une certaine manière, c'est un peu la blocade de l'Occident ou du moins des États-Unis face à la Chine va provenir en grande partie de ce qu'ils veulent faire avec toute la logique également de l'alliance en termes d'informations qu'ils vont faire entre l'Australie, UK et les États-Unis. Donc, la France, à la fois, il y a le deal, mais il y a également tout le partenariat qui vient avec cet élément-là. Il n'y a pas seulement les sous-marins qui sont impliqués là-dedans, et il y a beaucoup de choses qui disent là-dessus.
Donc ça, c'est important de le mentionner. Donc scénario 1, scénario 2, c'est de voir, mais est-ce qu'au contraire, la France va essayer d'aller s'installer comme étant peut-être justement cette position de force-là? Est-ce que Macron va essayer de dire, ben, parfait, les États-Unis, votre légitimité sur l'échiquier mondial en perd avec ce qui s'est passé en Afghanistan, avec le coup de poignard que vous venez de faire, d'une certaine manière, envers une des nations les plus alliées là, de l'histoire, là, la France? Est-ce que Macron va plus se mettre comme étant, ben parfait, l'administration Biden, vous faites un peu n'importe quoi présentement et on va se placer encore une fois comme étant un vecteur avec l'Union européenne d'une nouvelle puissance qui existe déjà certes, là, mais qui va encore prendre beaucoup d'importance géopolitique à l'échelle internationale. C'est un peu ma vision et je sais pas qu'est-ce que tu en penses là-dessus, là, mais je crois que ça ouvre la porte vers deux scénarios qui sont vraiment diamétralement opposés sur qu'est-ce qui va se passer pour les 10, 15, 20 prochaines années et surtout pour les tensions qui sont croissantes avec la Chine pour l'ensemble des parties prenantes du G7, du peu importe quoi, là. La Chine a beaucoup de montées de barricades et même, si je ne me trompe pas, un responsable du gouvernement chinois mentionnait même qu'il voyait ça un petit peu comme étant une position pour la nouvelle guerre froide, d'une certaine manière, par ce que les États-Unis font présentement. Ouais, et puis c'est vrai que cette position, ces tensions-là, je pense que tu l'as bien résumé, JP, elles font évidemment très peur, si tu veux, évidemment à toutes les puissances, tu veux, occidentales, etc., y compris évidemment les États-Unis. Alors c'est vrai que ce nouveau deal, si tu le mets effectivement dans une perspective effectivement géostratégique, évidemment, il fait du sens. Donc ce fameux accord qui s'appelle, je crois, c'est AUKUS, là, donc c'est Australia, UK, United States. Ce contrat-là, là, qui devrait remplacer effectivement le contrat américain, si tu veux, le contrat pardon français qui était pour le coup pour les sous-marins de attaque, donc qui serait normalement été conçu, si tu veux, pour remplacer la flotte australienne qui, selon les experts militaires, évidemment, est dépassée par rapport évidemment à la puissance technologique chinoise. Ce AUKUS, tu veux, devrait effectivement amener une technologie avec une propulsion nucléaire. Donc ce partenariat effectivement AUKUS, parce que ça va plus loin effectivement que juste de la construction de sous-marins. C'est aussi une association militaire de ce que j'avais lu en tout cas sur le net. Donc c'est vraiment un partenariat, tu veux, un peu pour faire un espèce d'OTAN du Pacifique. T'es un OTAN de l'Indo-Pacifique. C'est exactement. T'as même certains experts en fait géostratèges qui mettent de l'avant justement cette espèce de stratégie dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique avec par exemple le contrôle des axes. On n'en reparlera pas parce qu'on en a déjà parlé, je pense, beaucoup trop de fois avec les nouvelles routes de la soie, etc. Puis l'importance, par exemple, des détroits aujourd'hui, comme par exemple le détroit de Malacca, comme c'est le cas où se trouve la cité-État de Singapour. C'est toutes des choses, effectivement, où les Américains, les Australiens et les Britanniques veulent se positionner. En revanche, je trouve, et là, c'est là où je vais apporter peut-être mon point de critique, et tu vois, c'est pour ça que ça aurait pu être limite un place au débat. Je trouve que l'ajout, par exemple, des Britanniques est assez incompréhensible, si tu veux, dans ce nouveau pacte avec ces trois nations, pour une raison qui est très simple, c'est que le Royaume-Uni, dans le Pacifique, ils n'ont aucune présence, en fait. Depuis la décolonisation, à part, et c'est très drôle, j'en parlais en off sur un forum il y a quelques heures de cela, la seule île dans le Pacifique que le Royaume-Uni a encore, c'est les îles Pitcairn. Les Pitcairn, là, c'est isolé au large du Chili, à peu près, je crois que c'est à 6 heures d'avion du Chili. Enfin, tu sais, j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt de l'ajout du Royaume-Uni, à part à des fins, si tu veux, de technologie, si tu veux, de sous-marins. C'est, je pense, le seul truc. Est-ce que c'est vraiment pour rapprocher? On sait que les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est un partenaire, évidemment, privilégié. Boris Johnson, évidemment, surtout que maintenant qu'il est en dehors de l'Union européenne, il se retrouve évidemment dans une situation où il est mis en avant dans un sens où, étant donné qu'il est autonome, si tu veux, de la puissance du giron de Bruxelles, c'est sûr que ça lui permet d'aller négocier directement, si tu veux, avec Joe Biden. Donc je comprends tout à fait, si tu veux, les intentions, mais ce qui a été fait, évidemment, c'est évidemment une très grosse trahison, et c'est vrai que du côté français, on l'a vraiment très très mal pris. D'ailleurs, c'est la première fois, je pense, que les Français rappelaient un ambassadeur des États-Unis, donc c'est pour te dire que c'est un incident diplomatique de premier choix, là.
Mais exact, et puis tu sais, je pense que c'est un peu, j'abonde dans le même point, tu sais, la légitimité de la réaction de la France est tout à fait normale, autant en termes économiques et en termes de contrôle, c'est de l'argent, là, on s'entend, là, comme tu l'as dit, c'était le deal d'un siècle, là, c'était énorme en termes d'armement, c'est le premier point, mais le point, comme tu as dit, de la trahison est vraiment important, tu le soulevais, qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce que le Royaume-Uni vient faire là-dedans? Et c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment rapport là, autre que si l'administration Biden tente de mettre de la légitimité au Royaume-Uni en termes dans le continent européen, d'une certaine manière. Là. Encore une fois, ils sont à l'extérieur de l'Union européenne, mais tout de même, par rapport à la France. Et d'une certaine manière, la France devient un peu le pôle ultime. T'sais, Angela Merkel, qui va être remplacée bientôt au niveau de l'Allemagne, ça fait un transfert de pouvoir épouvantable. Et Macron, d'une certaine manière, et la France deviennent le flambeau, si on peut dire, de l'Union européenne en grande partie. Donc le fait de mettre autant d'emphase dans une entente et un partenariat stratégique militaire de cette ampleur-là envers les États-Unis, qui sont le grand pôle de l'Amérique, on s'entend, le Canada, je suis canadien, mais on n'a rien à dire là-dedans, là, on n'a pas à avoir quelques gardes côtières et puis des militaires qui sont surtout là pour la formation. T'sais, on n'est pas vraiment impliqué. Donc, on a une force américaine, on a la force Asie-Pacifique d'une certaine manière avec l'Australie qui doit aller prendre la légitimité comme étant un blocus, comme tu as dit, face à la Chine. Et on a soudainement qui représente la partie centre du globe. D'une certaine manière, si on regarde une bonne vieille carte, ben c'est de mettre le pion sur le Royaume-Uni plutôt que la France. Donc ce désaveu-là, encore une fois, est épouvantable. À la fois de dire ça a été fait en marge de tout ça, juste un contrat militaire, mais aussi la signification de tout ça en arrière. Le fait de dire ben, pourquoi ne pas inclure l'armée française qui, comme tu as dit, est beaucoup mieux positionnée partout. Là. Encore une fois, autant sur le continent africain qu'on peut mentionner également. Si on veut faire une alliance stratégique pour, encore une fois, d'une certaine manière, stabiliser l'ensemble des continents mondiaux face à la Chine, ben, la France est beaucoup plus légitime, couvre beaucoup plus de territoire dans la partie centrale, encore une fois, de la bonne vieille carte du monde que le Royaume-Uni qui sont dans leur coin et font le Commonwealth un peu tranquille avec la reine. T'sais. Donc il y a ce côté-là que je trouve vraiment très embêtant en termes politiques de dire et qu'est-ce qui a amené ça? T'sais? Pourquoi est-ce que c'est l'administration Biden qui soudainement, et je crois que c'était mentionné également en France, on les dit, mais vous êtes un peu trumpien, vous faites un petit peu du trumpisme d'une certaine manière, soudainement l'administration Biden, c'est complètement fou. Là. Donc les stratégies de partenariats internationaux, c'est de déformer complètement, c'est de mettre l'emphase sur certains pays. Et un point qu'on avait mis en off, c'est de dire, ben, que font les autres pays? Que font les grands alliés de ces pays-là? Que fait le Canada? Que fait le Japon? Qui ne sont pas impliqués directement dans cette entente-là, qui n'ont pas eu de désaveu comme la France l'a eu, mais on se positionne comment par rapport à ça pour la suite des choses si au final, la discussion qu'il va y avoir dans les prochains jours entre Biden et Macron n'achève pas vers une résolution des tensions et une résolution amiable, encore une fois, comme ça l'a toujours été. C'est une possibilité qui est très forte et encore une fois, moi, comme je dis, je suis très pro-France dans cet aspect-là parce que je considère que Macron a tout à fait la légitimité et la capacité, encore une fois, avec la puissance de l'Hexagone, d'aller décider de prendre l'avenue, de dire, ben, on n'est pas seulement prêt à juste, s'il vous plaît, les États-Unis, incluez-nous et vous êtes la grande puissance. La France peut très bien dire, mais parfait, on va essayer de faire quelque chose par nous-mêmes. Et là, on peut se retrouver avec exactement ce que la Chine désire, un peu de cohue au niveau du bloc, du bloc que sont les bonnes vieilles puissances du G7, par exemple. Et ça peut être, encore une fois, comme tu l'as dit, ben, la fameuse montée des roues de la soie, la fameuse achèvement de la Chine comme étant la grande puissance, le gendarme mondial. Ben, c'est exactement ça, un petit peu d'instabilité, tout est possible. Donc c'est épouvantable comment l'armement, encore une fois, va, comme toujours, tout changer peut-être au niveau de l'échiquier. C'est une possibilité, ça sera probablement pas ça, mais c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité, en revanche, c'est vrai, qui fait, comment dire, qui fait très peur. Après, c'est vrai que je pense que cette nouvelle situation, si tu veux, avec quelque part là, cette espèce de coup de tonnerre, ce coup de massue diplomatique, je pense, va quand même remettre en question quand même pas mal de choses. Je pense pas que non plus ça va être un Watergate où tu sais comme par exemple quand les États-Unis n'ont jamais adhéré par exemple à la Société des Nations, quand l'Italie l'a quitté avant la Seconde Guerre mondiale. Tu sais, on n'est pas dans cette je pense dans cette envergure là, pardon. Mais c'est vrai que je pense que la France aujourd'hui va réfléchir un peu au lieu de toujours faire affaire, si tu veux, avec son partenaire privilégié qui est censé être les États-Unis, parce qu'on rappelle que, et ça je le dis plutôt à mes confrères américains s'ils pourraient me comprendre, en tout cas en français, les États-Unis, on est censé être le premier allié, si tu veux, des États-Unis. On est le premier pays qui a reconnu cette nation-là. On est et je dis bien on en tant que Français, hein, bien évidemment. On est le pays, si tu veux, qui a aidé les indépendantistes américains, si tu veux, à se libérer du giron anglais, tu vois. Donc c'est vrai que ça devrait être cette
cette relation, si tu veux, est très particulière, un peu comme par exemple on a avec tu vois, par exemple avec le Canada, parce on est la nation qui a fondé cette nation-là, tu vois. Donc et je trouve ça vraiment un coup de massue, et je pense que ça va remettre, si tu veux, la France quand même toujours dans le centre de l'échiquier mondial. Tu l'as bien dit, cette position quand même en tant que voie, si tu veux, alternative, cette espèce de voie aussi de la paix aussi. On a ce côté quand même, la France, on est quand même une puissance militaire quand même de premier rang, tu vois, avec une technologie aussi qui est très 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 avancée au niveau du combat sur tout type de terrain. Donc c'est aussi une puissance quand même économique, etc. Une voie, c'est la voie de la diplomatie aussi, la France. Donc si tu veux, et je pense que dans cette stratégie indo-pacifique, que justement ça faisait quelques jours, si tu veux, que la France l'avait dévoilée, c'est une stratégie aussi qui passe par le développement économique des nations, etc. Et par le fait qu'aussi on ait une présence aussi, je crois qu'il y a plus de 4 millions de Français qui habitent, si tu veux, dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. On a cette présence-là, si tu veux. On l'oublie, mais on a énormément de territoires, si tu veux, qui sont dans l'océan, dans ces deux océans. Et je pense particulièrement, et j'espère qu'on a des gens qui nous écoutent en Polynésie française, par exemple, Wallis et Futuna, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Mayotte, évidemment. On a évidemment les îles Kerguelen aussi, qui sont un peu plus isolées. Bon, je pense qu'il n'y a personne qui nous écoute de là-bas, mais tu vois, c'est vraiment un outil stratégique que je pense qui peut être très utile, surtout dans une stratégie, si tu veux, qui peut-être va passer peut-être par une augmentation, si tu veux, des dépenses militaires, etc. Exact. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Comme je dis, j'ose espérer et je crois que ça ne sera pas la dernière fois qu'on va en parler. Là, et comme on l'a dit, je pense que c'est un autre sujet qu'on fera bientôt. Là, mais moi, je vois vraiment un gros impact avec la position potentielle de la France au niveau de l'Union européenne, avec le changement de garde en Allemagne. La France prend soudainement, littéralement, le poids. Et encore une fois, je ne veux pas lancer des fleurs à la France, mais l'Union européenne peut être contrôlée en grande partie si Macron se fait réélire l'année prochaine. La stabilité du gouvernement français peut amener énormément de décisions de l'Union européenne dans son ensemble qui pourraient être défavorables envers l'Australie. Il y a un accord qui est en discussion présentement entre l'Union européenne et l'Australie qui va être probablement mis sur la glace présentement à cause de cet enjeu-là qui se passe présentement. Donc, la voix de la France est énorme parce que l'Australie, encore une fois, ils ont avantage à faire affaire avec l'UE pendant que les relations avec la Chine, leur principal partenaire économique, est en train de planter. Donc, c'est énorme qu'est-ce qui peut avoir lieu. Encore une fois, on parle du cas extrême, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et encore une fois, Macron, et on le disait, on en riait fréquemment, mais l'impact de Macron également et la vision de Macron à l'échelle internationale, c'est quelque chose également. Donc, il a de la légitimité. Il y a un gouvernement qui est en place, encore une fois, qui est relativement efficace. Et il y a une population et une armée qui est présente partout. Donc, tout est possible. Mais on en reparlera davantage. Je sais pas, Gab, si tu as un petit mot à faire aussi. Effectivement, on passe, comme je dis, tu l'avais bien dit, là, mais c'était un instant économique qui était un petit peu placé au débat. On achevait effectivement dans ce sens-là, dans le même angle. Donc, c'est certain que je n'étais pas pro-États-Unis là-dessus. Et ma tendance australienne est très loin. Là. Je suis du Commonwealth, mais je ne suis pas non plus très pro-Australie présentement. Donc, on en parlera effectivement peut-être dans d'autres épisodes. Ouais, peut-être. Je vais faire juste un dernier mot, si tu me le permets, JP. Je trouve ça très ironique. Il y a deux choses que je trouvais particulièrement intéressantes. Le premier truc, c'est quand même, c'est pas le premier coup de poignard quand même que fait la diplomatie américaine. En revanche, c'est le premier qui est fait effectivement par le président Biden. Même si on ignore évidemment l'Afghanistan, qui est plus un problème, si tu veux, militaire, sur un échec militaire majeur. On avait, il y a quelques années, il y avait eu l'histoire avec les tarifs douaniers, si tu veux, avec la guerre Trudeau-Trump. C'est pas la première fois, si tu veux, que les États-Unis font malheureusement un peu des coups tordus dans le dos. Donc c'est vrai que j'espère que c'est une situation qui va pas se reproduire. Et ouais, je pense que c'est un sujet qui est particulièrement intéressant parce que l'Indo-Pacifique va devenir un axe évidemment stratégique majeur, il l'est déjà en fait. Alors et je pense que ça pourrait d'ailleurs être un sujet, si tu veux, de discussion hyper intéressant par la suite. D'ailleurs, vous nous direz dans les commentaires, chers auditeurs, si ça vous plaît, mais par exemple, tout ce qui est les espaces ultramarins, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très intéressant. Et si tu veux, je pense qu'on a des idées de sujets, je pense, qui peuvent fleurir, et bien évidemment, là, sur ce sujet-là. Effectivement. Mais il y aura du beau contenu, encore une fois, restez à l'écoute là, pour la suite. On risque d'en parler assez rapidement. Mais pour l'instant,
Passons pour cet épisode, encore une fois, que comme toujours, on s'enflamme sur des minutes et des minutes, mais passons à la deuxième partie au niveau du dans vos poches. Parfait. Donc, le sujet que, Gab, encore une fois, je le ressoulève, mais un deuxième sujet que tu nous as proposé là, pour l'épisode d'aujourd'hui, et on va dire avec un accent français, mais et on en riait, je pense, quand tu l'as choisi, mais le Beta Smart, qui est d'une certaine manière, et je vais passer la balle rapidement là-dessus, mais je trouvais quand même intéressant le fait de dire que, officiellement, ça désigne une forme de gestion passive améliorée. Je trouve que c'est une manière assez intéressante de le dire. On va peut-être faire une partie plus explicative, je vais te laisser le faire à l'instant. Également, on va peut-être soulever de notre avis respectif là-dessus, encore une fois, en tant qu'investisseur. Je crois que c'est une stratégie quand même qui est un petit peu plus dans les cordes de ce qu'on fait, mais de voir, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant. On pourra peut-être essayer d'en parler un petit peu plus subjectivement vers la fin, mais je te laisse faire la petite intro de qu'est-ce qu'il y en est de ce magnifique Beta Smart. Ouais, bah tu sais, le Beta Smart, effectivement, c'est une... ou Smart Beta, hein, d'ailleurs, il y a certains qui utilisent le contraire, ou Smart Alpha. Hein. Il y en a plein de ces espèces d'acronymes qui... certaines personnes penseront que c'est plus du marketing qu'autre chose. Ça, c'est un de mes bons professeurs qui me disait ça. Je trouve que c'est assez drôle, mais bon, derrière tous ces noms-là, en fait, il y a un fondement qui est intéressant, qui est de dire, bon, la gestion active, on se souvient, c'est de sélectionner des stocks, d'essayer de rechercher, si tu veux, des titres les plus performants. Eh ben, il a été prouvé, si tu veux, notamment par par Markowitz, qui est un peu le monsieur, si tu veux, de la théorie de portefeuille, la théorie du portefeuille efficient, on appelle ça comme ça en finance, qui nous dit qu'en fait, bon, mieux vaut choisir en fait de diversifier au maximum en fait via par exemple un fonds indiciel que d'essayer de battre le marché en fait, et que dans tous les cas, tous les rendements, si tu veux, sont proportionnels au risque, tu veux, qu'on prend. C'est un peu l'idée, si tu veux, derrière cette frontière, ce concept de frontière efficiente ou de théorie moderne du portefeuille. Donc c'est un peu ça. Derrière le concept de smart beta, en fait, on reprend un peu cette idée-là. C'est de dire, bon, bah, comme n'importe quel portefeuille passif, comme par exemple un ETF, on en a déjà parlé, ou par exemple un fonds négocié en bourse, qui lui va répliquer un indice de manière large. En beta smart, en fait, on reprend les mêmes concepts, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir, en fait, de gérer activement un portefeuille, de choisir des pondérations en fonction, si tu veux, de stratégie, de tactique de manière générale, en beta smart, en fait, c'est qu'on va essayer de reconstruire de nouveaux indices, mais de manière plus efficace. C'est-à-dire, au lieu de juste pondérer, si tu veux, ton indice par la capitalisation boursière, comme c'est le cas la plupart du temps par la plupart des indices, notamment le S&P 500, ou par exemple le CAC, à mon souvenir, il est pondéré pareil par la capitalisation boursière, ce qui est le cas de la plupart des indices. Et bien là, on va pondérer en fonction, on va modifier, si tu veux, cet indice-là en fonction de plusieurs facteurs. Alors on peut choisir, c'est pour ça des fois on parle de factor investing. Par exemple, on va dire, excellent, moi je ne veux donner que des compagnies qui ont une croissance positive de leur taux de dividende depuis les 10 dernières années, par exemple. Ça peut être un exemple. Ou soit on peut dire, parfait, au lieu de pondérer de manière proportionnelle, ben moi je veux pondérer de manière équitable. C'est-à-dire, on appelle ça on appelle ça equally weighted portfolio. C'est le terme exact en anglais. Exact. Puis tu sais, je pense qu'il est intéressant là-dedans, c'est aussi le fait que, et je pense que Gab, ça, tu le vois encore dans ce que tu fais probablement au niveau des études, mais il y a beaucoup, tu sais, c'est passif, et c'est ce qui est mentionné, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité qui va être faite. Tu l'as dit, l'exemple d'essayer de faire des mix de stratégies peut être très intéressant. Un des cas qu'on aime bien, ça peut être pondéré par la valorisation également de l'entreprise. Donc on dirait que c'est assez impressionnant de dire, même si ça reste qu'une fois que la stratégie est en place, une fois que l'indice, encore une fois, un petit peu créé ou alternatif a été développé, mais au final, c'est un investissement qui va être, encore une fois, de nature passive, donc qui va suivre son cours progressivement. Ça reste qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt au fait d'avoir des essais. Et c'est un peu là où l'opinion rentre en ligne de compte. Est-ce que la comparaison directe entre, tu l'as bien mentionné, le S&P 500 et un indice qui a été développé et qui pondérait le fait, donc on décide de mettre 5% sur l'ensemble des compagnies pour faire 100% de l'actif, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que la performance, on pourrait faire beaucoup d'analyses, je crois pertinemment, et tu l'as dit dans le temps, techniquement les rendements vont faire la même chose. Donc
tout dépend, tu l'as bien dit, de la prise de risque, de l'horizon de placement. Je pense qu'on en parlait encore une fois dans le premier épisode à l'époque. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve intéressant, mais c'est quelque chose que je trouve un petit peu... Officiellement, vous allez voir dans les marchés, il y a des ETF qui vont suivre des indices listés ou courants, le S&P 500 par exemple, et des indices qui vont suivre des stratégies beta smart. La performance, encore une fois, va être relativement similaire parce qu'on est dans du passif, on est dans du très proche de la réalité d'un benchmark qui va être le marché, encore une fois. Est-ce que la valeur ajoutée de tout ça, je trouve que c'est un peu le nouveau genre, là, et j'avais sorti des statistiques qui mentionnaient que seulement, je crois que c'est en 2019, il y avait 77 nouveaux ETF beta smart qui avaient été lancés, ce qui représentait, pour être exact, là, un total de, je crois que c'était à peu près j'ai la stat qui est pas loin, c'était le tiers des nouveaux ETF qui avaient été listés à l'époque aux États-Unis. Donc ça vous montre encore une fois que c'est une espèce de petite tendance, là. Un tiers des nouveaux ETF étaient de ce type-là. Il y a également eu là, une mention en 2019, je crois que le rendement, la croissance de la performance de ces ETF-là avait fait 10% de plus par rapport à 4% pour des bons vieux ETF vanille là, sur le S&P 500 par exemple. Donc les statistiques le montrent, il y a une tangente encore une fois favorable et c'est un épisode qu'on vous avait fait dans les dernières semaines également. On voit qu'il y a un intérêt, on voit que la performance est là, mais encore une fois, est-ce qu'on parle d'une performance qui était ciblée? Présentement, c'est favorable, mais on en reparlerait dans 10 ans et ça reviendra au même. C'est un petit peu ça que je vois. Je trouve ça cool parce que ça amène des nouvelles idées. Ça amène encore une fois un petit peu de changer là, des tangentes et des bornes conventionnelles là, de la finance de marché. Mais encore une fois, je pense que la valeur ajoutée concrète, il n'y en a pas trop. C'est sûr que, comme on l'a dit, on est peut-être plus par notre emploi du temps et par nos emplois là, des investisseurs qui ne seront pas actifs. Là. Moi, je suis quelqu'un de très passif au niveau de mes investissements, donc c'est certain que c'est une forme de produit ou d'instrument financier qui pourrait venir rejoindre mes intérêts dans un objectif, encore une fois, comme on l'a dit, de diversification de mon portefeuille. Mais concrètement, moi, je suis très conventionnel, si on peut dire. Là. Moi, le fait de dire d'avoir des indices qui sont listés, j'aime bien avoir des indices conventionnels. J'aime bien me dire, OK, si je veux m'exposer en Europe, je vais prendre tel indice. Je trouve ça un petit peu plus simple et un peu plus intéressant que de commencer à dire, mais je vais essayer d'aller bonifier un petit peu en prenant un petit risque supplémentaire en équipondérant l'ensemble des compagnies du S&P 500. Je sais pas, ça vient moins me rejoindre personnellement. Et encore une fois, je trouve que le benchmark qu'on a présentement des résultats ne nous permettent pas de prouver que c'est réellement une solution qui amène un renouveau absolument incroyable au niveau de l'industrie, au niveau de la performance. Ouais, et puis c'est vrai que en fait, et puis ça a toujours un espèce de... Dans les marchés, tu as toujours un espèce de biais qui existe, c'est le problème du free rider ou le problème du clandestin, du passager clandestin qui existe, si tu veux. Quand tu as quelqu'un, ce problème-là, il est très simple, si tu veux, à définir. C'est-à-dire que imaginons que tu es avec... t'es quelqu'un... c'est un bon exemple, c'est qu'imaginons que tu es quelqu'un, par exemple, qui a une voiture, si tu veux, libre pour aller je sais pas, de New York à Los Angeles. Le fait que si tu t'incrustes de manière subtile, tu pourrais faire, sans rien faire, bénéficier des mêmes avantages, si tu veux, que l'ensemble des personnes, si tu veux, qui ont payé pour le coup ce truc-là. Ce problème-là, si tu veux, il peut se trouver dans plein d'exemples. L'exemple, par exemple, de la recherche, tout simplement, c'est que quand tu as quelqu'un qui va essayer d'aller rechercher, si tu veux, de l'information, il va consommer du temps et de l'énergie pour finalement trouver un résultat pour divulguer un résultat que finalement tout le monde aura accès gratuitement. C'est un peu ce problème-là donc du free rider, si tu veux, il est très présent, si tu veux, dans les stratégies smart beta en fait. Parce que souvent, en termes de backtesting, et ça, j'avais lu un article que je trouvais très intéressant là, chez Forbes, qui nous disait qu'en moyenne, quand on base, en fait, quand on calcule la performance excédentaire qu'on appelle le alpha en finance, qui est soi-disant un mythe, souvent, c'est vraiment c'est un débat qui est aussi vieux que la finance, est-ce que l'alpha existe? Et de manière, si on regarde, par exemple, des rendements passés, et si on réplique, en fait, la stratégie avec des résultats passés, tu vois, le rendement de ces smart beta aurait été d'environ 3% en plus que le S&P 500 par exemple. Donc, par le fait d'avoir investi dans une stratégie semi-active, donc c'est-à-dire dans le sens où, si tu veux, ta réplication, en fait, tu n'as pas de sélectivité de portefeuille en smart beta, encore une fois. T'as pas le gestionnaire de portefeuille, il va juste choisir, par exemple, des critères de sélection très large, mais il va inclure toutes les entreprises de ce critère-là, tu vois. Par exemple, on pourrait dire, je sais pas, moi, par exemple, je choisis des compagnies qui ont un score ESG, par exemple, supérieur à tel truc, tu vois. Supérieur à triple B, par exemple, ou ce genre de choses, tu vois.
et ben il va pouvoir accéder, si tu veux, à un rendement excédentaire, normalement selon en tout cas cet article-là que je trouvais encore une fois très intéressant, que je mettrai en source, environ 3% de plus que l'indice de manière générale. Or, après, si tu veux, donc après que ce problème-là ait été divulgué, donc par exemple sur des nouveaux résultats, ben, il s'avérait que la performance en fait est négative en fait. Donc tu aurais un alpha qui est négatif, donc tu perdrais de l'efficacité. Parce que maintenant, tout le monde est au courant que cette stratégie-là, que tout le monde peut répliquer gratuitement, c'est là encore une fois le problème du passager clandestin, et ben cette stratégie-là, elle permet d'aller chercher plus de rendement. Donc comme tout le monde l'utilise, ben, au final, tu n'as plus de rendement excédentaire, voire plus, tu payes trop cher en fait par rapport à ce que tu devrais pour obtenir cette stratégie-là. Donc c'est un peu moi la vision que j'ai de Smart Beta. Je dois t'avouer, il y a aussi, et je trouve qu'il y a quand même un côté un peu marketing aussi derrière le Beta Smart, et je vais te donner et je pense qu'on pourra conclure d'ailleurs là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant, mais je trouve qui pourrait être très complexe aussi si on voulait aller trop dans les détails. Tu vois, moi, dans mon ancien employeur, dont je ne citerai pas le nom bien évidemment, là, mais on avait une gamme, tu vois, à l'époque de Beta Smart. Et tu vois, cette gamme-là a complètement disparu parce que après discussion, tu veux, avec les gens qui géraient la performance, tu veux, de ce portefeuille-là, tu sais, qui surveillaient effectivement un peu, est-ce que réellement c'était réellement pertinent. On me disait, bah, Gabriel, c'est pas compliqué, ça c'est, je t'avoue, c'est du véridique. Ils m'ont dit, on peut faire du bêta smart, mais on peut en faire n'importe quoi aussi. On peut faire du bêta smart très mal aussi. Donc c'est toutes sortes de choses évidemment qui sont un peu difficiles, nous en tant qu'investisseurs, de savoir est-ce que c'est réellement pertinent et tout. On n'a pas les outils, si tu veux, pour pouvoir l'évaluer. Mais je pense que rien qu'en comparant avec un S&P 500, bah ça fait du sens. Est-ce que ça fait du sens d'aller s'embêter à aller dans une stratégie qui va coûter plus cher, encore une fois, en frais de gestion, par rapport à tout simplement en fait investir dans le marché? Je pense que encore une fois, cette vision qu'avait Harry Markopolos, si tu veux, prend tout son sens. Et je pense que, encore une fois, pour 90% des gens, acheter un S&P 500, acheter un index ou un fonds négocié en bourse, voire un fonds négocié en bourse, par exemple d'obligations, de ce genre de choses, ça a toute sa pertinence après. Après, c'est vrai que là, il faudrait, et je pense qu'on pourrait même en dédier peut-être ou pas un autre épisode, c'est que ces stratégies de bêta smart, elles peuvent être aussi utilisées par exemple dans d'autres marchés, par exemple pour du revenu fixe, par exemple. On en parle, et on avait dit il y a quelques épisodes, on ne parle pas assez du revenu fixe. C'est vrai que je pense que la possibilité de faire de l'alpha, si tu veux, sur du revenu fixe, c'est beaucoup plus intéressante que sur les marchés donc des actions, où il y a on a atteint une telle efficience, si tu veux, une telle, si tu veux, l'information, effectivement. Voilà. Ouais. Transparence de l'information, que c'est très difficile aujourd'hui de faire de l'alpha. Exact. Puis je pense que tu le dis bien, là, ça conclut bien également l'épisode. On aime vous soulever des concepts, encore une fois, qui sont intéressants, qui font partie, encore une fois, de la finance moderne, mais qui, encore une fois, et ce n'est pas le dernier qui va sortir quand vous parlez très brièvement pour vous dire, et c'est le point de tangente qu'on fait toujours dans l'épisode, mais faites vos recherches là-dedans si ça vous intéresse. C'est quelque chose qui, encore une fois, a des milliards et des milliards d'argent investis dans ce genre de stratégie-là. C'est quelque chose qui est disponible, encore une fois, dans plusieurs formes d'ETF, dans plusieurs listings, encore une fois, à travers le monde. Mais faites vos recherches avant de faire tout ça. C'est une manière, encore une fois, dans le magnifique monde de la diversification de votre portefeuille qui existe. Donc, la manière d'avoir un outil supplémentaire dans votre coffre à outils pour vous assurer, encore une fois, de respecter tout ce qu'on mentionne sur vos projets, sur vos horizons de placement, sur votre prise de risque, etc. Donc considérez-le, encore une fois, analysez tout avant de faire quoi que ce soit, là, c'est toujours la logique. Et effectivement, là, faites vos recherches, on en reparle bien évidemment s'il y en a d'autres, ou bien on vous fait un autre topo sur une autre forme de stratégie moderne de gestion d'actifs ou de forme de solutions modernes d'investissement qui sont up and coming en bon anglais et qui rapportent encore une fois des rendements qui sont intéressants à discuter sur une période là, qui est encore une fois souvent très courte et très peu vêtée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais peut-être te laisser, Gab, pour conclure ce magnifique épisode, faire le petit mot de la fin là, pour nous lancer vers la prochaine semaine. Oui, n'oubliez pas évidemment de nous partager l'épisode si vous a plu, à pouvoir mettre un like évidemment sur la vidéo YouTube ou de mettre un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions d'épisodes. Comme vous l'avez vu, on est très ouvert à toutes vos suggestions. Puis moi-même, je trouve ça très intéressant. N'oubliez pas évidemment qu'on est disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc.
Vous pouvez trouver tous les liens évidemment dans la description, y compris les sources aussi, si jamais vous voulez vous intéresser plus en profondeur sur ce qu'on vient de discuter. Faites vos recherches et moi je vous souhaite une belle semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.